Chers internautes, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Pierre Marat. Bonsoir, monsieur Marat. Bonsoir. Donc nous sommes venus à votre rencontre pour parler de la situation en République centrafricaine suite aux récents événements tragiques avec l'accélération du cours des événements depuis mars de cette année et donc l'intervention française qui va sans doute se décider à l'ONU cette nuit et donc dont on aura la réponse demain si une résolution est adoptée à l'unanimité probablement donc pour légitimer donc une intervention française et avec une force d'appui régionale. C'est même l'inverse d'ailleurs, ce serait la France qui serait force d'appui de cette force régionale. Donc ma première question, Monsieur Marat, c'est est-ce que vous pourriez tout simplement présenter votre parcours qui vous ont amené à intervenir régulièrement donc, dans des conférences sur la République centrafricaine? Alors, donc, je suis Jean-Pierre Marat, ingénieur en réseau télécom, presque 20 ans d'expérience professionnelle. J'ai commencé par avoir le baccalauréat en 1981, enfin 80 à Bangui. J'ai fait le lycée technique et je suis parti en Allemagne. J'ai étudié donc l'électrotechnique en Allemagne. Je suis devenu ingénieur en télécommunications. Ensuite, en 92, donc j'ai travaillé pour une société américaine qui s'appelle Novell sur les réseaux locaux, donc les réseaux d'ordinateurs, le réseau Netware. Bon, ça a disparu, ça n'existe plus aujourd'hui. Ensuite, de là, j'ai changé. En 97, je suis venu en France, dans le sud, à Sophia Antipolis, comme ingénieur au support. Et c'est de là qu'a commencé ma carrière télécom. Et par acquisition, j'ai atterri aujourd'hui chez Alcatel-Lucent. Donc, bon, je travaille sur les réseaux de télécommunications pour les opérateurs de télécommunications comme Orange, comme Deutsche Telekom, comme Socatel en Centrafrique. Voilà, ça c'est mon parcours. Et donc, pourquoi je me suis intéressé à la politique? C'est que déjà, par mon enfance, je suis fils de paysan, donc c'est par une bourse que j'ai pu sortir. Donc, tout ce qui est aspect social du fonctionnement de l'État, j'en ai bénéficié et j'aurais aimé que l'État continue de donner cette possibilité à d'autres qui sont issus de milieux défavorisés comme moi, puisque sans la bourse donnée par l'État, je ne serais jamais devenu ingénieur. Très tôt, vous êtes engagé en politique alors en fait. Et donc déjà au lycée, j'ai commencé à militer, mais dans des associations, pas forcément dans des partis politiques. Réellement engagé dans un parti politique, je l'ai fait en 2007. Je me suis engagé dans le parti CRPS, c'est la Convention républicaine pour le progrès social. Le président est donc l'actuel Premier ministre qui dirige le gouvernement de transition en Centrafrique. Mais bon, depuis quelques mois, je n'ai pas vraiment... je ne suis pas actif au sein du parti. Mais par contre, je suis resté actif dans le militantisme pour ce qui se passe en Centrafrique. D'accord. Voilà. Et donc, je parlais de Boganda juste pour parler de l'indépendance. Donc, c'est lui qui a amené le pays à l'indépendance. Bon, après lui, il y a eu d'autres présidents, dont Bokassa, qui s'est sacré empereur. Donc, pour les jeunes, peut-être, ça ne dit pas grand-chose, mais bon, il s'est fait couronner empereur en Centrafrique sur le modèle de Napoléon. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire de Napoléon, ils peuvent un peu s'imaginer. Et en 1979, donc quand moi j'étais au lycée, nous sommes descendus dans la rue parce que Bokassa a imposé les tenues scolaires. Et des gens comme moi, fils de paysans, ne pouvaient pas se payer des tenues. Donc nous sommes descendus dans la rue pour protester contre ça. Il y a eu des coups, il y a eu des coups de feu, il y a eu des élèves de tués. Et Amnesty International France, à l'époque, a soulevé le problème. Ça a abouti à ce que Bokassa soit déchu. Et comment l'armée française est intervenue dans une opération qu'on appelait Barracuda à l'époque pour déposer Bokassa et amener celui que lui, il avait déposé, qui s'appelait David Dacko.
Alors, jusqu'à cette époque, il y avait une armée nationale en RCA. Et au départ de Bokassa, enfin, quand il s'est couronné empereur, il a transformé l'armée nationale en sécurité présidentielle. Et depuis lors, il n'y a plus d'armée comme telle. Il n'y a que des sécurités présidentielles. Donc, chaque fois qu'il y a un coup d'État, ben, la sécurité présidentielle disparaît et le prochain président qui arrive crée sa sécurité présidentielle. Bon, ça a son importance parce que c'est pour juste comprendre pourquoi il n'y a pas d'armée en République centrafricaine. Voilà. Donc effectivement, ça a son importance puisque l'indépendance d'un pays, comme on le disait en préparant cet entretien, ça se jauge pour un pays à 3 niveaux. Donc être capable d'émettre sa propre monnaie, avoir sa propre armée qui puisse permettre de se défendre face à des invasions de bandes armées étrangères, et puis faire ses propres lois. Donc même si la Centrafrique fait ses propres lois, elle n'a pas sa propre monnaie puisque c'est le franc CFA qui accourt en République centrafricaine. Et puis, effectivement, donc l'armée, comme vous le disiez, elle est quasiment inexistante puisque c'est essentiellement une garde prétorienne, une garde du président, et que l'armée ne peut pas faire face aux invasions de bandes étrangères. Donc, qu'est-ce qui a amené on va parler maintenant plutôt de l'époque actuelle. Qu'est-ce qui a amené aux troubles actuels et est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, M. Bozizé, d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était président? Alors, donc, comme on disait tout à l'heure, c'est un pays qui est indépendant sur le papier puisqu'il n'y a pas de monnaie et avec la construction de la sécurité présidentielle, il n'y a pas d'armée. Donc, chaque président qui arrive reproduit ce même principe. Donc, Bokassa l'a fait. Quand Bokassa a été déposé, Dako est arrivé. Il voulait mettre un système, introduire la démocratie. Bon, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est parce que le peuple n'était pas prêt pour la démocratie? C'est difficile à dire aujourd'hui. Toujours est-il qu'il a organisé des élections. Et celui qui avait perdu les élections s'est lancé dans une campagne de déstabilisation. Et Dako, qui était un civil, a eu peur et a remis le pouvoir au chef d'état-major de l'époque, qui s'appelle Kolingba. Et Kolingba a bien commencé et ensuite, il a commencé à mettre ses parents, donc ce qu'on entend par le clanisme, le tribalisme, c'est-à-dire que chaque président essaie de mettre des gens de son ethnie à des postes clés pour être sûr de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Donc en 80, il y a eu une conférence à la Baule ici en France où Mitterrand a dit maintenant les États africains qui n'introduisent pas la démocratie, la France ne coopérerait plus avec eux et ne les soutiendrait plus financièrement. Pourquoi les soutenir financièrement? Parce qu'on n'a pas de monnaie, donc il y a une monnaie qui s'appelle CFA, qui est contrôlée par le Trésor français. Donc pour ceux qui se demandent où est l'intérêt des relations avec l'Afrique, c'est à travers cette monnaie. Voilà, donc Mitterrand impose d'organiser des élections. Donc c'est la première fois qu'on va organiser des élections en Centrafrique. Ange Félix Patassé va gagner ces élections. Malheureusement, lui aussi, il va se créer une armée sécurité présidentielle. Il va commencer à placer les gens de son ethnie au pouvoir, enfin à des postes clés. Donc, naturellement, ça crée de la frustration et des troubles. Et donc, il y a eu beaucoup de troubles, il y a eu beaucoup de protestations. Il a durci sa position et Bozizé, qui était à l'époque son chef d'état-major, est rentré en rébellion contre sa pratique pour dire il faut que le clanisme, la malgouvernance prennent fin. Et donc Bozizé va faire un coup d'État. Et donc, il était soutenu par les intellectuels et la plupart, enfin une grande majorité de la population, parce que tout le monde
voulait le départ de Patassé, qui n'était pas démocrate et qui, de surcroît, exerçait déjà la malgouvernance. Tout lui appartenait. Donc c'est ainsi que Bozizé va prendre le pouvoir. En quelle année? Alors Bozizé a pris le pouvoir en 2003, le 15 mars 2003, pendant que Patassé était en voyage. Il est rentré, ses troupes sont rentrées dans Bangui. Et il faut remarquer il faut noter que pendant la rébellion, il était au Tchad. Donc il a été soutenu par Déby pour rentrer à Bangui. À l'époque, il y avait aussi l'armée française en République centrafricaine. Alors l'histoire de la présence de l'armée française en République centrafricaine, pour que les jeunes comprennent aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait pas un contrat, mais une convention entre la France et la République centrafricaine pour que les troupes françaises soient formées au combat en milieu ou en terrain africain à la base de Boire. La base de Boire, c'est le centre où la plupart des officiers centrafricains étaient formés. Et donc, l'armée française était là quand Bozizé est rentré. Mais eux, ils n'ont pas empêché Bozizé de rentrer. Bon, je ne suis pas en mesure de dire est-ce qu'eux, ils voulaient aussi le départ de Patassé. Toujours est-il que Patassé avait des positions qui étaient antagonistes aux intérêts que la France développait à l'époque, c'est-à-dire avoir une base militaire en Centrafrique. Donc, naturellement, la France ne voyait pas d'un bon œil sa présence. Donc, ils l'ont laissé être chassé par Bozizé. Bozizé arrive au pouvoir. À l'époque, tous les pays occidentaux condamnaient les coups d'État. Mais comme le coup d'État était soutenu par des intellectuels et la classe politique, presque par tout le monde, bon, les Occidentaux ont dit, bon d'accord, puisque ils approuvent le coup d'État, ben, on va soutenir Bozizé. Donc c'est comme ça que Bozizé est arrivé. Dans un premier temps, il a dit qu'il venait juste chasser celui qui ne sait pas pratiquer la démocratie pour restaurer la démocratie. Mais une fois au pouvoir, lui aussi a créé sa sécurité présidentielle. Il a fait même pire que Patassé parce que il a organisé une première élection. Donc comme général, il avait dit « je ne resterai pas au pouvoir ». Mais dès qu'il a goûté au pouvoir, il a oublié sa parole d'officier. Donc il s'est quand même présenté candidat. Il a gagné la première élection. Et la deuxième élection, c'était en 2011. Et là, c'était le pire, puisque à la deuxième élection, il s'est organisé pour que lui, ses enfants, sa femme, sa maîtresse, ses cousins, en fait, il y avait au moins 12 personnes de sa famille directe élues à l'Assemblée nationale. Il s'est organisé pour que tous les partis politiques, et il y en a 53 en République centrafricaine, que tous les partis politiques ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale. Donc, il y avait son parti qui s'appelle le Kwanakwa à l'Assemblée nationale, plus quelques indépendants qui n'étaient d'autres que des gens soutenus par Bozizé. Alors, il se trouve qu'à l'époque, la France, sous Sarkozy, avait une position pas trop claire sur les relations France et Afrique. Puisque quand Sarkozy a pris le pouvoir, il avait déclaré qu'il voulait mettre fin à la France-Afrique, c'est-à-dire cette relation particulière entre la France et l'Afrique, particulièrement gérée par le groupe des francs-maçons. Alors je note ici que la plupart des présidents africains, enfin presque la quasi-totalité des présidents africains francophones, donc de l'ancienne colonie, des anciennes colonies françaises, sont francs-maçons. Bon, mais bon, c'est en passant pour expliquer un peu l'influence pourquoi on parle de France-Afrique. Bon, bref. Et donc, Sarkozy
n'a pas trop dérangé Bozizé. Et donc Bozizé se sentait protégé. Et donc comme il se sentait protégé par Sarkozy et par la France, il ne voyait pas de nécessité à gouverner le pays par des méthodes démocratiques. Donc ça a créé aussi de l'exaspération puisque sa sécurité présidentielle terrorisait les partis d'opposition, tous ceux qui disaient non ou critiquaient le régime. Et alors quelque chose de particulier qu'il faisait, c'est que pendant les jours de fête, les fêtes d'année, il mettait de l'argent dans son véhicule, dans sa 4x4, des billets de coupe de 500 CFA, 1 euro et quelques. Et il jetait par la fenêtre pour montrer aux gens que bon, il est généreux, alors que il n'y a pas d'eau potable dans les villes, les routes se dégradent, les hôpitaux n'ont pas de médicaments et l'armée n'est pas équipée. Enfin, sa sécurité présidentielle était équipée, mais pas l'armée nationale. Donc, la gendarmerie, l'armée dite républicaine n'existait pas. Comment est-ce qu'il a été chassé du pouvoir alors ? Et donc, alors, quand il a fait le coup d'État aidé par le Tchad, il était accompagné par un groupe de rebelles à qui il avait promis de l'argent. Une fois pris le pouvoir, il n'a pas honoré de sa promesse. Donc, une grande partie de ces rebelles qui l'ont accompagné se sont jurés d'avoir sa peau. Donc, ils se sont lancés dans des nouveaux démarches de création de rébellions. Donc, déjà, alors là, je parle 2005-2006, les premiers mouvements de rébellion ont commencé à naître. On parle de l'APRD, l'armée populaire l'armée populaire enfin APRD, démocratique. Il y avait le FDPC et de Miskine. Enfin, il y avait au moins 5 groupes rebelles. Et à ces groupes rebelles vont s'ajouter une rébellion tchadienne dirigée par Babaladé et une autre rébellion de la LRA à l'Est dirigée par Kony. Donc la République centrafricaine a commencé à connaître une floraison de mouvements de rébellion à travers le pays. Et donc c'est ces rébellions qui s'est amplifiée et puis en fin 2012, ils ont créé une alliance. Donc tous les mouvements rebelles se sont mis ensemble et ils ont conquis tout l'arrière-pays. Donc Bozizé s'est retrouvé à gouverner seulement Bangui, la capitale. Et donc ils ont progressé et à 75 km de la capitale, l'armée de la FOMAC et l'armée sud-africaine qui étaient aussi présentes en RCA pour protéger Bozizé, leur a donné un ultimatum en disant « Si vous dépassez la ligne des 75 km, ça veut dire que vous nous avez déclaré la guerre. » On ne sait pas si entre-temps, il y avait des tractations pour négocier avec Bozizé pour qu'il quitte le pouvoir et que lui ne voulait pas. Toujours est-il que malgré la présence de la FOMAC, donc de ces militaires africains, et des Sud-Africains et de la France, puisqu'il y avait toujours l'armée française présente à Boali, les rebelles de la Séléka sont rentrés dans Bangui, ils ont pris le pouvoir, Bozizé s'est enfoui. Donc, ça, c'était en mars 2013. Ils sont rentrés déjà dans Bangui fin 2012. Ils sont en fin 2012, ils ont été jusqu'à Damara et il y a eu une conférence à Libreville pour dire, bon d'accord, vous vous mettez d'accord, Bozizé et les rebelles et les partis politiques, vous créez un gouvernement de coalition. Et c'est comme ça que le premier gouvernement de transition va être créé à Libreville et Nicolas Tiangaye est nommé Premier ministre. Seulement, la Séléka ne voyait pas en cela, en cette première solution. La Séléka, c'est donc l'Alliance des rebelles. La Séléka, c'est l'Alliance des rebelles. Et eux, c'est pas comme ça qu'ils voyaient la solution.
Donc, ils ont profité d'un désaccord pour se retrancher derrière la barrière des fameux 75 km. Et ils ont ici insinué une conférence à Sibut, donc, en décembre. Non, c'était courant février. Pour dire, bon, d'accord, on veut renégocier, parce que ce qui s'était négocié à Libreville ne les convenait plus. Donc, ils ont demandé les ministres de la Séléka qui étaient dans le gouvernement de transition de venir à Sibut. Ils étaient accompagnés par les ministres de la coalition KNK. Et une fois à Sibut, la Séléka a retenu tous les ministres Séléka du gouvernement à Sibut en otage et a lancé l'offensive. Et c'est comme ça qu'ils sont descendus en mars. Donc, c'est le 24 mars, je crois, qu'ils sont descendus à Bangui et la FOMAC les a laissés chasser Bozizé. Donc c'est depuis lors que le traumatisme a commencé à Bangui. Voilà. Alors pourquoi j'avais une question, c'était pourquoi la France intervient maintenant et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas intervenue donc plutôt en mars? Alors donc je disais tantôt que l'histoire militaire entre la RCA et la France date d'antan. Il y a toujours eu une présence française en Centrafrique. Quand ils sont intervenus pour chasser Bokassa, naturellement, on a parlé de l'armée coloniale, de l'expansion de la France qui intervient, qui fait le gendarme. Donc, sans savoir exactement est-ce que c'est parce qu'ils étaient mécontents contre Bozizé ou bien est-ce que c'est parce que Bozizé ne remplissait pas un certain niveau d'accord secret qu'il aurait eu avec la France. En tout cas, on ne respectait plus. Toujours est-il qu'il y a eu deux situations majeures qui rentrent toujours dans ce qu'on appelle les intérêts, sachant que la République centrafricaine a de l'uranium et que la France a besoin de l'uranium. Et donc, la première erreur de Bozizé, c'était de vendre le site de l'uranium à une société sud-africaine. Je rappelle qu'il y a une convention datant de la colonisation qui concède l'utilisation du sous-sol centrafricain juste à un certain niveau. On parle de 6 mètres de profondeur à la RCA et au-delà de 6 mètres, il faut l'accord de la France. Ce qui veut dire que lorsque Bozizé a fait la transaction avec Uramine, ça allait à l'encontre de l'intérêt de la France. Bon, personne ne le dira aussi officiellement que c'est pour ça, mais c'était déjà son premier péché vis-à-vis de la France. Son deuxième péché, à la suite d'un effet qu'on appelle les anomalies de Bangui, c'est-à-dire que les satellites américains avaient découvert qu'il y a quelque chose d'anormal sur le territoire centrafricain. Et en recherchant plus profondément, ils ont découvert qu'il y a du pétrole au nord, presque à la frontière du Tchad et avec le Soudan. Donc la région qui fait origine, la région d'origine de la plupart des membres de la Séléka. Bozizé a confié la recherche pétrolifère de cette région et même l'exploitation future du pétrole à la Chine. Donc, est-ce que ce sont ces deux raisons qui ont fait que la France était intéressée par faire partir Bozizé? En tout cas, est-il que sa gestion du pouvoir était telle que même si la France le soutenait, il était devenu insoutenable. Donc, plus personne ne voulait le soutenir. Donc, c'est ça qui explique déjà son départ. Alors, pourquoi la France intervient maintenant? C'est parce que je pense qu'au début, la France pensait que, les Centrafricains eux-mêmes sauront trouver une solution pour régler le problème à travers des accords ou bien en faisant de gouvernement national, d'union nationale. Toujours est-il que, vu du point de vue centrafricain, on sait que la plupart des hommes politiques sont des gens qui sont placés
du moins ils sont issus, comme je disais tantôt, de la franc-maçonnerie, donc soutenus par des hommes ici en France. Donc on pense, il est clair qu'il est de la responsabilité de la France ce qui se passe. Donc c'est normal que si la France laisse se dégrader, c'est-à-dire les meurtres, les viols, les tueries, les assassinats qui ont lieu depuis mars 2013 jusqu'à aujourd'hui, si ça se perpétue, la France serait d'une façon ou d'une manière ou d'une autre complice, puisqu'elle n'est pas étrangère à... Elle était là quand la Séléka est rentrée. Donc, il y a cet aspect, mais il y a aussi l'autre aspect qui est que moi, par exemple, ou d'autres jeunes qui ne voyaient aucune issue, on ne voit pas comment on pouvait combattre la Séléka. Et l'armée africaine qui est présente en Centrafrique à travers la FOMAC n'arrive pas à contenir les assassinats de la Séléka. Donc, on a commencé à faire du lobbying, à faire des marches, à faire le siège du Quai d'Orsay, de quelques institutions ici en France, pour rendre visible ce qui se passe en RCA. Donc, aucun pays ne peut rester insensible lorsque tous les jours, on leur présente, voilà, il y a des meurtres chez nous et on est incapable de résoudre le problème. Donc, je crois que c'est toutes ces raisons réunies qui poussent à une intervention française que moi, personnellement, je salue, puisque dans l'immédiat, c'est comme si on est en train de se noyer et que le monde nous regarde se noyer. Donc, c'est bien que la France intervienne. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Bon, je pense qu'on reviendra sur cet aspect. J'allais y venir, puisque donc, comme je le disais en introduction, donc cette nuit se vote à l'ONU, donc probablement donc la résolution qui va permettre à la France d'intervenir. Donc, est-ce que cette forme d'intervention, pour vous, d'après vous, est la bonne? C'est-à-dire donc la MISCA, la mission internationale de sécurisation de la Centrafrique, qui est une mission donc composée de soldats africains, appuyée donc par environ 1000 soldats français, avec bien sûr un mandat de l'ONU. Alors, il faut déjà retenir que la FOMA qui est sur place est composée en majorité de l'armée et de soldats tchadiens. Nous savons aussi que la plupart des éléments que la Séléka sont des Tchadiens et des anciens Darfouris, donc du Soudan. Il y a des Congolais et des Gabonais, mais le contexte commet des actes de barbarie, c'est-à-dire un assassinat ou bien des enlèvements, puisque ils détruisent, j'ai oublié de dire que la Séléka en rentrant détruisait des infrastructures, l'administration, les mairies, faisait disparaître des actes de naissance. Bon, on pense que ce n'est pas à dessein, il y a un plan derrière. Toujours est-il que lorsque c'est la FOMAC tchadienne qui intervient, la Séléka ne rend pas compte, c'est-à-dire qu'on ne punit pas, on n'arrête pas, on ne désarme pas. Donc ils continuent parce qu'ils se sentent un peu protégés par la FOMAC qui est en majorité composée de Tchadiens. Alors, dans un premier temps, le gouvernement de transition a pensé qu'ils peuvent peut-être atténuer ce problème en faisant intervenir un peu plus des armées africaines. Donc, ils ont lancé un appel à la CEAC, c'est-à-dire les pays tous les pays de la sous-région, puisque la FOMAC, c'est juste les pays de l'ancienne... Oui, en fait, ils souhaiteraient réunir 6 à 9 000 hommes, c'est ça, si j'ai bien compris. Voilà. Et donc, avec un appui de 1000 soldats français, pour l'instant, ils n'auraient réuni que 2500 à 3000 soldats, je crois. Alors, donc, l'armée, la FOMAC,
je n'ai pas exactement le nombre en tête, mais initialement, il devait être au total 3000. Toujours est-il qu'il y avait que 1000 et quelques, composés essentiellement de Tchadiens. Donc, quand le gouvernement de transition a demandé que ce nombre soit augmenté, ils se sont adressés aux pays de la sous-région. Seulement, les pays de la sous-région n'ont pas répondu. Donc, la situation a continué à se dégrader. Et donc, aujourd'hui, s'il y a une intervention française soutenue par une résolution des Nations Unies, parce qu'il faudrait bien une résolution des Nations Unies pour que la France ne soit pas taxée d'impérialistes ou de néocolonialistes. Bon, mais aussi, c'est parce que, comme les Africains ne réagissent pas, la France n'a pas de choix, puisque vous aurez compris que je parlais des intérêts tout à l'heure. On a quelques minéraux ou bien quelques ressources minières qui intéressent la France. La façon dont ça peut être exploité, c'est un autre débat, mais toujours est-il que l'exploitation de l'uranium et du pétrole est une affaire qui intéresse la France. Donc la France n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre ou bien à ce qu'il y ait une implantation djihadiste qui permettrait aux pays qui prônent la propagation de l'islam de s'installer. Ce qui voudrait dire que la France n'aurait plus une influence sur ces régions. Donc il faut qu'on soit assez réaliste. La France n'a qu'intérêt à intervenir. Et ce serait bien si elle intervient soutenue par une résolution des Nations Unies. Okay. Alors, j'ai une dernière question. Quelle piste de solution vous entrevoyez pour la sortie de crise, tout simplement ? Alors, donc, la première piste de solution, c'est justement une intervention militaire, parce qu'on s'est rendu compte que avec un gouvernement d'union nationale qui essaie de faire composer tout le monde, il n'y avait pas de solution. Donc la première solution, c'est l'intervention. Et on souhaite que vivement, il y ait au minimum 3000 ou 6000 hommes pour mettre fin à cette influence djihadiste déguisée qui se perpétrait et qui allait nous rendre peut-être tous islamisés en République centrafricaine. Ensuite, une fois l'intervention faite, j'espère qu'à partir de cette nuit, il y aurait cette résolution et que l'opération va commencer. Alors, une fois l'opération commencée, il faut bien que les Centrafricains soient impliqués. Donc, je fais partie d'un groupe de réflexion qui prône l'implication des anciens FACA, c'est-à-dire les forces armées centrafricaines. Et on pense que la meilleure chose serait, et donc dans ce sens on a écrit un manifeste, et dans le manifeste nous souhaitions que on identifie tous les Centrafricains qui ont fait des formations militaires, que ce soit dans n'importe quel pays, et qui sont vivants, puisque un militaire qui a fait une formation quelque part, s'il n'est pas mort, on sait le retrouver à travers son numéro matricule. Donc, le souhait serait qu'on récupère ces soldats centrafricains, qu'on les implique dans la démarche actuelle pour qu'ils s'imprègnent puisqu'ils ont perdu ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été équipés, donc ils ont perdu l'aptitude pour qu'ils puissent être entraînés, recyclés, pour qu'ils se remettent mentalement dans le dispositif militaire, que peut-être en même temps on les forme à redevenir une armée de protection du territoire et non sécurité d'un président. Voilà, ça c'est la piste d'urgence. Maintenant, une fois ça terminé, il va falloir qu'on remette à plat les accords de Libreville, parce que nous pensons que les accords de Libreville qui ont construit ce qui constitue aujourd'hui le gouvernement de transition
Je ne dirais pas que ça a échoué, mais ça ne résout pas le problème tel que ça se présente. Donc il va falloir repenser le modèle de gouvernance pendant la période qui va aboutir à de nouvelles élections. Il va falloir reconstruire l'administration, puisqu'il n'y a pas d'administration. Et peut-être qu'il faudrait en finir avec la logique d'impunité, c'est-à-dire que ceux des Séléka qui ont commis des exactions, et on les connaît, qu'il y ait une justice pour qu'ils répondent de leurs actes, d'une manière ou d'une autre. Et puis, il va falloir reconstruire l'État, repenser le mode de fonctionnement de la République centrafricaine pour que ça ne devienne pas un fardeau pour la France qui est intervenue pour libérer. Voilà les quelques pistes urgentes. Bon, maintenant, il y a d'autres pistes. Alors, une petite chose à laquelle on n'a peut-être pas assez insisté aussi, c'est l'importance de la situation dans les pays frontaliers, puisque souvent certaines bandes de rebelles, certaines bandes armées peuvent se réfugier au-delà des frontières. Et donc c'est important que les autres pays frontaliers soient également des États de droit, effectivement, où les rebelles ne puissent pas venir se réfugier en attendant de venir faire d'autres pillages. On avait évoqué aussi en préparant l'entretien le fait que parmi les rebelles qui combattent, qui ont pris Bangui, il y avait notamment des gens qui venaient du Mali et de la Libye, donc des conséquences finalement directes de la chute de Kadhafi. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu ? Alors, on sait que Boko Haram est constitué des gens qui sont issus de l'éclatement de la Libye. Parmi les éléments de la Séléka, il y a des anciens combattants issus, la plupart des djihadistes sont issus de là. Donc, et ce qui est vrai, c'est que puisque l'intervention va probablement se passer par une entrée à partir du Cameroun, puisque au moment où nous parlons, les chars de l'armée française sont à Douala et évoluent sur la République centrafricaine. Ce soir, ils seront à la frontière. Et donc, ils vont rentrer de ce côté. Donc, depuis qu'on a annoncé l'intervention imminente, les Séléka ont commencé à se retirer vers les régions nord, c'est-à-dire vers la frontière avec le Tchad et le Soudan. Ce que nous craignons, c'est que ils se dispersent dans la nature pour aller reconstituer de nouveaux guérillas ou bien de nouveaux mouvements de rébellion. Donc la solution serait de créer des garnisons ou bien des casernes, principalement au nord, à l'ouest, à l'extrême est. Et ça va peut-être être coûteux, mais il faut trouver un mécanisme militaire qui fait qu'on soit en mesure de contenir la propension, c'est-à-dire réussir à éviter que, si ce n'est pas déjà trop tard, éviter leur couper la route pour qu'ils se replient dans les zones frontalières. Alors, ça représente un risque pour le gouvernement tchadien, naturellement, puisque au Tchad aussi, il y a des mouvements de rébellion et ça se passe à la frontière. Quant au Soudan, la rébellion au niveau du Darfour, ça n'a pas tellement terminé. Donc, on craint que ces rébellions revivent et qu'il va falloir militairement développer le mécanisme pour pouvoir contenir ou bien surveiller, militairement. Voilà. Vers le sud, donc avec le Congo et les deux Congos, jusqu'à présent, on ne voit pas tellement de risques puisque la Séléka a évolué essentiellement en venant du nord. Bon, est-ce qu'ils vont se replier vers le sud? On ne sait pas. Ce qui est clair, c'est qu'il est critique de surveiller la frontière camerounaise, puisque la jonction avec Boko Haram est très facile. Donc il va falloir aussi créer un tampon ou bien une zone de haute surveillance en ces régions. D'ailleurs, l'enlèvement des prêtres ces derniers temps à la frontière camerounaise, ça s'est passé entre
le Cameroun et la République centrafricaine n'est pas innocente ou bien n'est pas étrangère à ce que nous sommes en train de dire. Donc clairement, il va falloir, et c'est d'ailleurs dans ce sens que nous avons milité pour le manifeste, c'est de créer des garnisons ou bien des casernes, pas seulement à Bangui, puisque jusqu'aujourd'hui, la plus grande caserne militaire était seulement à Bangui et à Boar. Cette fois-ci, il faudrait peut-être avoir une grande caserne à Boar, mais à Ndélé aussi. Ndélé, c'est en montant un peu sur la frontière tchadienne, et Birao, qui est le fief du président de transition d'Otodia, et où les premiers Séléka se sont déjà retirés. Donc, on pense que le plus grand travail reste à ce niveau-là, au niveau de l'arrière-pays. Comment on va faire, puisque je n'ai pas tellement mentionné, mais les infrastructures, les routes ne sont pas praticables. Donc, il va falloir peut-être utiliser des moyens aériens, donc des transals, si ça existe encore. Je crois que l'armée française utilise encore des transals. Mais par la route, ça va être difficile. Mais oui, j'entendais le général Desportes ce matin, et effectivement, apparemment, l'armée française utilise encore du vieux matériel, des camions d'il y a 25 ans, effectivement, des vieux aéroporteurs. Donc, oui, l'armée française est un peu vétuste, elle aussi. Alors, et donc, je crois que l'intervention que nous attendons avec beaucoup de souhaits ce soir aura lieu, et que très vite, le gouvernement de transition va se mettre ensemble avec le quartier général de l'armée française pour trouver un moyen afin d'impliquer les Centrafricains, parce qu'en fin de compte, il faudrait aussi que les Centrafricains se battent pour libérer leur pays de l'envahisseur. Il n'est pas normal que les Centrafricains restent à côté et observent la France venir se battre pour eux. Autant paradoxal que ça semble, mais il faudrait qu'on travaille ensemble pour libérer, et puis peut-être travailler ensemble pour voir comment on va gérer le pays par la suite. Très bien. Eh bien, merci Monsieur Jean-Pierre Marin, merci beaucoup pour cet entretien et pour votre témoignage. À bientôt.